moi je vois rien d'autre de mot pour le résumer que le bonheur. Moi je m'en souviens, alors je ne revendique rien, et certainement pas toutes les bêtises que j'ai pu dire alors. Mais je les renierai pas non plus. Je dirais pas non, ça c'était mal. Non, mais je me souviens, pour l'avoir éprouvé chez les autres, mais en avoir bénéficié, l'avoir éprouvé sur moi, que ce sont des moments d'un bonheur intense. Outre que, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir 20 ans. Les Beaux-Arts, Nanterre et la Sorbonne, dans le Triangle de Mai, nous revenons sur l'histoire de ces trois lieux indissociables des événements qui ont fait vaciller la Ve République. L'université de la Sorbonne, c'est là que le mois de mai a officiellement débuté. Prenant le relais d'une révolte démarrée quelques semaines plus tôt à Nanterre, c'est autour de la Sorbonne, à cause de la Sorbonne, près de la Sorbonne, dans la Sorbonne, que se sont fédérées toutes les énergies, tous les élans de mai 68. Entre témoignages et images d'archives, nous en appellerons aussi au regard d'étudiants de la Sorbonne d'aujourd'hui pour refaire le chemin qui a mené cette institution ô combien respectable à se réinventer en creuset d'une révolution qui, si elle n'a pas eu lieu, aura pour les décennies à venir d'innombrables répercussions culturelles, sociales et politiques. C'est saisissant quand on arrive la première fois à la Sorbonne, c'est que tout est affaire de politique. Et la façon dont les gens marchent dans la rue, la façon dont on va traverser au parc du Luxembourg, la façon dont on va lire un bouquin, tout est politique. On a des personnes de gauche, des personnes de droite, des personnes qui sont apolitisées aussi. Mais on a aussi des personnes un peu plus tranchées, donc par exemple des royalistes. Je me dirais plutôt de droite en général. Oui, je me dirais plutôt de droite, mais après, c'est pas une vision. Enfin, j'ai pas. Avoir une vision à la société où on est de façon binaire, enfin juste binaire, droite ou gauche, je l'apprécie pas énormément. Moi, venant de Limoges particulièrement, j'avais jamais vu autant de gens aussi à droite d'un coup en fait. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se forme, oui, en effet, ouais, qu'il y a un foisonnement politique, je pense. Nous sommes le 3 mai 68. La grogne étudiante a pris corps à l'université de Nanterre. Avec le mouvement dit du 22 mars, la révolte y a pris une ampleur inédite. La veille au soir, les autorités ont décidé de la fermeture de la faculté. Les étudiants de Nanterre, désormais sans université fixe, ont rendez-vous avec les organisations étudiantes de la Sorbonne pour discuter d'une réaction appropriée. Il y a quelques centaines de personnes dans la cour de la Sorbonne. Et en particulier beaucoup de Nanterrois, parce que la fac de Nanterre a été fermée la veille. Donc les Nanterrois n'ont plus accès à leur campus, donc ils vont à la Sorbonne pour un meeting pour dénoncer la fermeture de Nanterre. Vendredi 3, les étudiants de la Sorbonne invitent leurs camarades de Nanterre à tenir un meeting dans la cour de la Sorbonne. Pendant des années, nous avons manifesté. On ne nous a pas écoutés. Nous avons manifesté et on a appliqué les mesures Fouché. On faisait des prises de parole pour essayer de meubler le temps. Et il y a eu des rumeurs comme quoi Occident venait faire une razzia vers la Sorbonne. Et donc à ce moment-là, on a commencé à prendre des pieds de table ou des pieds de chaise pour s'armer si les fascistes venaient. Et il y avait là tous les dirigeants et même une grande partie des militants des groupes d'extrême gauche. C'était tous là, à attendre l'extrême droite. Contre-feu, matériel complet antifasciste. Parmi les leaders, Daniel Cohn-Bendit. Avec quelques camarades, il doit passer en conseil de discipline dans les jours à venir. Voyons cela, c'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Suite aux événements qui ont conduit à la fermeture de la faculté de Nanterre, les autorités sont sur les dents. À la Sorbonne, une série de petits incidents les jours précédents font craindre une contestation étudiante qui s'installerait sur le même mode que celle de Nanterre. Voyant les jeunes se préparer en prévision de l'attaque de l'extrême droite, le recteur fait appel à la police.
La police dans une université, c'est proprement inconcevable. Le doyen de Nanterre, en procédant de la même façon quelques mois auparavant, avait provoqué une émeute. La police rentre dans la Sorbonne, il y a un ensemble de négociations qui se font, etc. Mais la police embarque petit à petit 200 ou 250 personnes à peu près, uniquement les garçons. Ils laissent passer les filles, qui sont d'ailleurs vexées comme pas deux, qu'on ne les prenne pas au sérieux, mais bon, bref, elles sortent. Et puis, juste en face, il y a un lycée. Il est 4h et quelques, c'est l'heure de la sortie, on est vendredi. Et donc, il y a des lycéens et des militantes qui découvrent qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont en train d'être embarquées par les flics dans des cars qui, les uns après les autres, démarrent de la place de la Sorbonne au fur et à mesure qu'ils se remplissent. Et toutes les filles sont dehors et c'est elles, avec les lycéens de Louis-le-Grand, qui déclenchent la première émeute, d'une certaine manière, qui font savoir que ça se passe. Bon. La police est à ce moment-là probablement relativement maladroite, fait un certain nombre de charges, arrête un certain nombre de passants qui ne faisaient que passer, qui ne faisaient que sortant de la fac ou d'un café, se rendant dans une salle de cinéma ou que sais-je. C'est une fasciste et réactionnaire. On fait quelque chose, mais rien. Il n'a rien fait, tape sur tout le monde. Les nazis. Mais allez-y, il a mal à l'oreille, il va se faire opérer de l'oreille. Il y a d'un seul coup, effectivement, un mouvement anti-flic spontané qui vient de la part de tous les gens du quartier, les étudiants. On entendait des cris en dehors de la Sorbonne et on disait ça doit être les fascistes qui crient. Et en fait, c'était des gens qui s'étaient solidarisés avec nous. On n'y pensait même pas. On n'imaginait même pas ça. En même temps qu'on nous embarquait dans ces paniers à salade, on entendait les cris, les slogans d'une manifestation qui avait l'air consistante au son. Et puis surtout, on entendait des affrontements, on entendait l'explosion de grenades lacrymogènes. C'était la première fois. Il y avait des quarts de flics qui bouclaient sur la rue Cujas, la sortie de la cour de la Sorbonne, et il fallait monter dans le car. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrivait. Hein. Et donc je monte dans le car, en vieux blasé, des paniers à salade. À l'époque, les paniers à salade, tenez-vous bien, s'arrêtaient au feu rouge. Et donc le panier à salade remonte la rue Saint-Jacques, il est arrivé au feu rouge devant l'Institut de géographie à l'angle de la rue Gay-Lussac, ma rue, hein, où j'avais grandi, où j'habitais. Le panier à salade s'arrête, et il y a un grand énergumène, il était très grand et très très maigre, qui se lève et qui dit « on y va !» Et il ouvre la porte et tout le panier à salade se vide. Et donc je suis resté avec deux flics aussi éberlués que moi, on se regardait un peu intimidés tous les trois, on ne savait plus trop quoi faire, puis le car a repris sa route quand le feu est passé au vert, et à ce moment-là j'ai entendu « libérez nos camarades, libérez !» Et ça me venait de la place Edmond-Rostand, du boulevard Saint-Michel, et mai 68 avait commencé. Ce qui joue un rôle, c'est, il se trouve, je l'ai vu, c'est boulevard Saint-Michel, dans l'après-midi, il y a un mec que je ne connaissais pas, qui a pris un pavé et qui l'a balancé sur un car en maraude, un car de police en maraude. Voilà, ça a commencé comme ça, me semble. Et on voyait surtout revenir les cars pour embarquer le restant, parce que embarquer 600 personnes, c'est long, sans carreaux, ni devant, ni latéraux. Et on s'est dit, mais qui a organisé cette riposte qui a l'air massive et violente? Ça ne peut pas être l'un quelconque de nos groupes, de nos organisations, puisqu'on est tous là à se faire encabaner. Bon. Et
on a compris que c'était un mouvement parfaitement spontané. Après, il y a eu des gens qui sont mis à improviser une barricade, mais qui faisait 10 cm de haut, sur en travers du boulevard Saint-Michel, c'est tout. À ma grande surprise, je vois alors des gens qui enlèvent des grilles d'arbres au pied des arbres et commencent à arracher des pavés. Touche pas à ma Sorbonne. Les émeutes de ce 3 mai feront autour de 500 blessés, dont quelques 200 policiers. Les principaux leaders des organisations syndicales et des groupuscules maoïstes, trotskistes, anarchistes, qui au quotidien ont bien du mal à accorder leur violon, vont se réunir dans la nuit pour décider d'une action commune, pour écrire les premières lettres capitales de ce mois de mai. On était donc dans les commissariats, mais à partir de minuit et quelques, on a été au compte-gouttes relâchés. On s'est tous retrouvés dans une salle à l'école normale supérieure pour voir comment organiser la suite. Il s'est passé ça que personne n'avait prévu. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde est d'accord. On est d'accord sur le phénomène, sur le constat. On n'a jamais vu ça. Enfin, nous, on disait, oui, on appelle évidemment une manifestation de réprobation contre la répression, qui a été assez dure au cours de la journée du 3. Nous avons considéré qu'il fallait obtenir la réouverture de la Sorbonne, qu'il fallait obtenir la levée des sanctions qui planaient sur 7 ou 8 étudiants de Nanterre. Et la suite s'est organisée de manière assez naturelle, quoi. Jour après jour, il y avait toujours un incident qui faisait déborder le vase et qui faisait que chaque jour, il y avait une manif plus importante que l'autre. Pour comprendre ce 3 mai, il faut soulever le couvercle de cette Sorbonne qui ne s'est pas improvisée poudrière en quelques jours. Il faut revenir sur la réorganisation de l'université au début des années 60. L'université, hier comme aujourd'hui, thermomètre infaillible des poussées de fièvre de la société française. L'université est en train d'être pensée, d'être conçue depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années comme un antichambre du marché du travail et elle a perdu cette fonction qu'elle avait avant de gardienne du savoir. Si le système éducatif est mal foutu, forcément la société ne fonctionne pas bien parce qu'après ça engendre du chômage, des problèmes, etc. Je pense que mai 68 a marqué une rupture. On a dépassé un peu le conservatisme qui était extrêmement fort au sein de l'université française. Cette jeunesse-là qui a lutté à cette époque-là, c'est une jeunesse qui est majoritairement arrivée à l'université à une époque où les institutions n'étaient pas aptes pour ça. Depuis le début des années 60, l'université n'est plus le jardin d'un Éden estudiantin niché dans un quartier latin, presqu'île de la science et de la sagesse, bercé du chuchotis de nos honorables. Non, tout est là en veilleuse à attendre le premier grain de sable, ou devrait-on dire le premier pavé qui viendra gripper la machine. L'explosion démographique de l'après-guerre et une modernité qui exige toujours plus de diplômés ont fait basculer le train-train séculaire de la Sorbonne dans un chaos indescriptible. Trop d'étudiants, pas assez de place. Pour désengorger les cours parisiens, on a fait construire Nanterre, même si de vous à moi, à l'époque, monsieur le ministre n'est pas optimiste sur les rentrées à venir. Si la rentrée 63 s'est faite difficilement, toujours, avec parfois... D'ailleurs, plus que des difficultés. Mais cependant, c'est fait. Il est certain que la rentrée de 64 ne se fera pas. Si la première tranche de Nanterre n'est pas prête à accueillir la propédeutique-lettre, elle ne se fera pas. Pour dire vite, on passe en moins de 15 ans d'en gros 200 000 à 5 à 600 000 étudiants. On avait changé de système éducatif sauvagement. Pas de manière réfléchie. Personne n'était prêt. Moi, j'ai des souvenirs de cours plein à la Sorbonne, dans des grands amphis, où le professeur demandait
quand même qu'on écarte un petit peu les manteaux et les fesses pour pouvoir poser sur le bureau magistral quelques petits papiers. Et il faisait ses cours donc au tableau. Alors évidemment, c'était des cours magistraux. On n'arrivait pas trop à s'asseoir, quoi. Il y avait une espèce d'afflux énorme d'étudiants. On ne se retrouvait pas, on ne comprenait pas très bien. Et on avait l'impression qu'en face de nous, les profs, dont certains étaient en toge avec le triple rang d'hermine, nous méprisaient. Voilà, ça n'allait pas, quoi. Il y avait une espèce de contresens général. Un cours d'université à l'époque, c'était quelque chose qu'un étudiant d'aujourd'hui ne peut même pas imaginer. D'ailleurs, c'était, proprement parlé, inimaginable. Il y avait un prof qui était très haut, comme ça. Il y avait des étudiants très très bas. Il était tout seul. Et il débitait son cours, très souvent le même depuis 25 ans. Bon, enfin, pas chez tous les profs, chez beaucoup d'entre eux, enfin, quelques-uns d'entre eux. En tout cas, il y avait beaucoup de ressemblances, disons, d'année en année. Et puis il se levait, il partait, et c'était fini. Comme on multiplie de façon importante le nombre d'étudiants, il faut aussi trouver des professeurs. Et donc il y a énormément de jeunes profs qui sont très proches des étudiants, qui ont à peu près qui ont des tas de revendications aussi parce qu'ils sont très maltraités, très mal payés, qui font toutes les corvées possibles et imaginables. Donc ça, c'est le gros des profs. Les assistants étaient très proches des étudiants et étaient favorables à une réforme. Et au fond, la réforme de l'université, c'était le maître mot de l'époque. On n'arrêtait pas de faire des plans. Tous les ans, il y avait un nouveau ministre de l'Éducation nationale qui faisait un nouveau plan. Et ça, évidemment, ça ne marchait jamais. À certains moments, je crois que c'était même en 64-65, qui étaient des années très dures, où on avait des cours dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, et lorsque les étudiants sortaient rue des Écoles, il suffisait de se mettre devant avec une banderole pour faire une manif, quoi, parce que c'était prêt à exploser tout le temps, quoi. Ouais. Prêt à exploser dans une France dirigée par un général de Gaulle vieillissant, challengé par un parti communiste lui aussi vieillissant. Essayez de comprendre les chemins des quêtes politiques de la jeunesse de ce temps-là, essayez d'entendre un peu de ce tintamarre idéologique de l'avant 68, interprété par la chorale de tous les possibles. On est pour Mao, pour le Tché, ou pour un Trotsky plus ceci, ou pour un Trotsky plus cela, et puis il y a les pas engagés, ou pas à l'extrême gauche, ou les militants pour le PSU, sans oublier la jeunesse catholique qui a eu un rôle déterminant dans les universités au moment de la guerre d'Algérie. Les cathos, ou dans le jargon estudiantin, les talas. Talas étant une façon de résumer ceux qui vont à la messe. Enfin bon. L'extrême gauche, elle vient d'une matrice sont les étudiants communistes. Les étudiants communistes, il y a des trotskistes. Alors, la France a la particularité d'avoir plusieurs variétés de trotskistes, inconciliables, irréconciliables, mais voilà, plusieurs variétés, ce qui fait une sorte d'exception française. Il me semble qu'au fond, il y a deux grands courants. Un premier grand courant, si vous voulez, qui a cherché, s'il ne pouvait pas retrouver la révolution assez loin en Chine. Le second groupe, c'est celui des plus actifs, je dirais même des plus activistes, qui a certainement joué un rôle moteur dans les événements de mai 68, qui était le groupe des trotskistes. Mais à partir de là, il y a eu évidemment plusieurs chapelles. Mais à mon avis, c'est les deux grands groupes que je vois, n'est-ce pas, qui ont structuré ce mouvement de mai 68 avec l'UNEF et le PSU. Le syndicat étudiant de l'UNEF est là en épine dorsale de toute cette vie étudiante, puissant, incontournable, même si depuis quelques années il se voit chahuté par cette extrême gauche des groupuscules, insolente, impatiente, passionnée, délurée et farceuse. Et là, il y avait tous les groupuscules qui venaient raconter leur salade, et c'était très très dur. Quelquefois, ça durait 2 nuits, enfin, c'était vraiment terrible. Et il fallait résister aux trotskistes, maoïstes et autres qui voulaient faire la pluie et le beau temps aussi au sein du syndicat. Et il y avait toujours Dany Cohn-Bendit qui venait toujours faire des interventions un peu déroutantes. Il venait toujours nous emmerder joyeusement dans les assemblées générales de l'UNEF. Ils nous agaçaient, mais on les respectait.
Moi, je sais que j'ai jamais été copain avec Cohn-Bendit, mais il parlait si bien, il était vraiment représentatif du mouvement, que quand il prenait la parole, je trouve que c'était bien. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Des gens comme Cohn-Bendit qui avaient un grand talent de gaieté, quoi. Et quelquefois, je trouvais quand même, c'est pas très sérieux tout ça, et il s'occupe pas de l'université, vous voyez, parce que j'étais un peu bureaucrate. Et pour compléter le tableau, il faut signaler une extrême droite très active qui, via la faculté de droit, se retrouve en conflit quasi quotidien avec les groupuscules d'extrême gauche. Ce qui contribue à expliquer une certaine culture de la violence, avec révision, travaux pratiques et classes préparatoires. Le Vietnam, c'est la grande cause pour une large partie de la jeunesse française. En militant pour le Parti des Américains, l'extrême droite rend inévitable les accrochages avec les formations de gauche. Le petit groupe Occident, tout ça, etc., pendant 1967, manifestait pour le Sud-Vietnam, pour défendre le Sud-Vietnam. Alors, il y a eu des affrontements avec eux très violents. L'extrême droite, qui était organisée dans un groupuscule à l'époque qui s'appelait Occident, bien, était une extrême droite non dédiabolisée et elle-même tout à fait violente. Et donc, l'idée qu'il fallait chasser l'extrême droite raciste, xénophobe du quartier latin et de la jeunesse scolarisée en général nous est apparu comme un impératif catégorique. Les services d'ordre de ces deux mouvements faisaient des rounds d'entraînement, rue Cujas, place du Panthéon, enfin bref. Donc il fallait qu'on se foute sur la gueule, quoi. C'était comme ça, voilà. Pas moyen de discuter ni rien, c'était la baston. Et on avait entre nous deux, nos deux établissements, là, un SAS qui s'appelait le Jardin du Luxembourg. Alors voilà, c'est donc les poursuites commençaient dans le Jardin du Luxembourg, ou même eux débarquaient à la Sorbonne. Moi, je les ai vus débarquer à la Sorbonne militairement. Mais il n'y a pas que la baston dans la vie, et les années 60, ce sont aussi quelques notes de couleur dans un monde de lutte. Il ne faut pas oublier l'euphorie de l'ère de ce temps-là, toujours plus, chargée de jeunesse, d'envie, de désir, de besoin, de musique, de cinéma, de littérature, de nouveautés. Inspiré par l'ébullition démarrée aux États-Unis au début des années 60, le souhait d'une vie plus légère, plus colorée, plus drôle, plus libre emporte des baby-boomers, intellos, jouisseurs avides de liberté et de fantaisie vers une ère décidément beaucoup plus pop. Moi, j'ai coutume de dire, les leaders de 68, c'était John Lennon, Bob Dylan et Jean-Luc Godard. J'ai le souvenir que je trouvais Françoise Hardy très jolie. Tout le monde avait vu À bout de souffle, tout le monde lisait les cahiers du cinéma et surtout, ce qui est peut-être intéressant, la Cinémathèque était un lieu. Les Rolling Stones ont vraiment fait éclater le carcan pour moi. J'écoutais Brassens, Brel, Ferrer, Reggiani, Barbara. J'allais beaucoup. J'avais des copains déjà dès le lycée qui étaient très amateurs de chansons, les frères. J'aimais beaucoup Si j'avais un marteau, ça m'avait beaucoup plu. Les Beatles, à ce moment-là, on écoutait un peu les Rolling Stones aussi. L'explosion totale à cette époque-là. De la pop, la rock, enfin, c'était génial. Et moi, j'étais sourd à ça. Bien taper pour détruire, enfin, il fallait taper, quoi. Et donc, Si j'avais un marteau, ça me parlait énormément. Ferré, Barbara... On lisait beaucoup, on discutait beaucoup, on passait des soirées et des nuits à parler. Il y avait du Tron, je me souviens de... Un grand événement a été la publication des mots et des choses de Foucault, et auparavant, évidemment, des livres d'Althusser, Le Capital. Brahms, j'écoutais beaucoup de musique classique, donc je ne connaissais pas, et alors on dansait des slows, enfin bon, j'écoutais la musique de tout le monde, mais c'était surtout ça qui m'intéressait. J'aime beaucoup les années 60, aussi pour les chansons plus rock, c'est très sympa. Oui, j'aime beaucoup cette période. Il y a toujours ce mythe autour de 68, sous les pavés c'est la plage. Il y a cette envie en fait de retourner en 68. Ah, c'est aussi... non, en tout cas, moi, je me sens pas particulièrement traversé par les années 60. J'aime bien les Doors, tout ça, donc c'est un peu plus tard, mais voilà. Après, les Beatles aussi. J'ai l'impression que la façon dont les gens vivaient, respiraient, sentaient le monde à l'époque, ça n'avait rien à voir avec le nôtre aujourd'hui, quoi. Retour le 6 mai 1968, où quelques étudiants de Nanterre sont convoqués en conseil de discipline.
quartier latin et le microcosme universitaire, étudiants et professeurs compris, sont suspendus à cet instant. Avec un Daniel Cohn-Bendit, symbole de plus en plus visible de la contestation étudiante, qui va prendre au fil des jours une stature nationale. Je voudrais vous signaler, monsieur. Oh, vous pouvez me regarder, vous avez ma photo en train de s'y fendre. Ici, en France, quoi qu'on fasse maintenant quand on est étudiant, on doit le faire en présence de 4 moustachus qui sont flics. Et nous, on marche pas. Quel est votre sentiment? Je crois qu'il y aura une manifestation, effectivement. On était 6 à passer en conseil de discipline. Il y avait déjà eu 3 étudiants qui avaient été sanctionnés, dont un, Patrick Cheval, un enragé, entre guillemets, qui avait, enfin pas entre guillemets, qui avait été exclu. Un autre bigorne exclu de la cité. Et là, on est 6 à passer en conseil de discipline. Et une manif était prévue pour les soutenir. Il y avait au début quelques centaines de personnes. Et puis qui sont devenus 1000, puis 2000. Pas beaucoup plus. Peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et le 7 mai, les mêmes étaient 5000, 6000. C'est là qu'il se passe une chose. La quantité ne dit pas tout, puis surtout on va jongler avec l'inflation des chiffres plus tard. Mais c'est que tous les jours, il y a un peu plus de monde. Et les gens qui viennent à ces manifestations sont des gens qui, dont pour la plupart, n'ont jamais manifesté. Très choqués par l'irruption de la police dans la cour de la Sorbonne. Passé la déflagration du 3 mai, au fil de la semaine de manifestations en barricade, va se créer une alliance du syndicat étudiant de l'UNEF avec le syndicat des professeurs de gauche, le SNESUP, et le mouvement du 22 mars. Le triumvirat Cohn-Bendit, Sauvageot et Gesmar va essayer d'emmener le mouvement plus loin. Avec le soutien des groupes maoïstes et les comités d'action lycéens, il sera décidé d'une manifestation commune le 10 mai. Et après, il y a c'est un peu ça flotte un peu, quoi. Et on ne sait pas quoi. Enfin, beaucoup de gens, il y a des réunions qui se font avec les gens de la Sorbonne. Et là, on décide de cette grande manifestation qui sera la nuit des barricades. Voilà. Et auquel appelle le 22 mars l'UNEF, le SNESUP et les CAL. Le 10 mai, je ne me souviens plus quelle était la raison pour laquelle les gens sont un peu moroses, d'ailleurs. Les 8-9 ça fait un peu gueule de bois par rapport à l'ivresse des premiers jours. Puis bon, les grenades lacrymogènes, ça commence à bien faire. Et il n'y a pas grand monde. Alors même que tout le monde devrait être rentré à la maison et qu'il ne se passe rien, à part la police qui est alentour, mais qui commence la construction d'une barricade. Vendredi 10 mai. C'est la nuit de l'espoir d'une négociation. Puis, ce sera les barricades. Puis, ce sera l'émeute. Après la dispersion de la manifestation, la nuit a viré à l'émeute. La nuit des barricades. Plus de 400 blessés, des centaines d'arrestations, Paris se réveille dans un paysage de guerre. Samedi matin, 6 heures. À l'aube, rue Gay-Lussac. L'événement va faire basculer l'opinion. Une immense vague de solidarité s'empare du pays scandalisé par les violences policières et le gouvernement accède aux revendications des syndicats, des professeurs et des étudiants. Par l'ampleur du conflit inquiété, le Parti communiste et les différentes organisations syndicales, refusant de se laisser déborder par un mouvement de révolte qui ne contrôlerait pas, vont rentrer dans la danse. Et ce 13 mai 68, on assistera à l'une des plus grandes manifestations de notre histoire, où des factions a priori peu camarades vont se donner la main le temps d'une balade. La plus grosse manifestation probablement jamais réunie, en tout cas à Paris, et il y aura des cortèges partout en France, est celle du 13 mai dans l'après-midi, où, chose inimaginable seulement la veille, vous allez voir Daniel Cohn-Bendit et ses camarades, enfin l'homme le plus haï du Parti communiste et de la CGT, enfin pas très aimé des autres non plus, en tête d'un cortège où tous les autres sont derrière. C'est très étonnant.
Effet contraire aux ambitions de l'initiative du PC et des syndicats qui visaient à calmer le jeu, après le 13 mai, la grève générale va gagner la France entière. Symbole d'une vibration, d'une pulsation, d'un mouvement, d'un je ne sais quoi à peine commencé qu'on ne sait pas encore nommer, la Sorbonne est réouverte et aussitôt occupée. Ici, nous occupons la Sorbonne. Et de devenir le cœur, le haut-parleur improvisé d'une France stupéfaite, s'y organise un grand barnum de la réflexion. À la Sorbonne, on refait le monde. Ce qui va être la caractéristique de cette histoire de la Sorbonne, c'est la volonté. Mais ce n'est pas une volonté ni instruite, ni instrumentée, ni même provoquée ou entraînée. C'est vraiment une volonté collective de s'approprier les locaux, s'approprier les lieux. Les étudiants prennent possession de l'université. Et donc, on a organisé l'occupation de la Sorbonne. C'était marrant, quoi, parce qu'il y avait dans la cour de la Sorbonne des œuvres complètes de Trotsky, de Lénine, de Mao, les étudiants juifs, les étudiants palestiniens, enfin tout ça, ça vendait son petit matériel, là. Il y avait des gens qui jouaient du piano, enfin c'était assez sympathique. La Sorbonne était complètement occupée avec des portraits, des photos, des tables, chaque groupe avait son truc. Tous les étudiants qui étaient là, toutes les sectes, tous les groupes, toutes les... Mais c'est tout. C'était tout et n'importe quoi. C'était des trucs bon enfant, des trucs hallucinés. C'est une espèce d'excitation respective. Chacun essaye d'être plus quelque chose que l'autre. Le régime de la Sorbonne, c'est l'Assemblée générale permanente. Alors, quand je dis l'Assemblée générale, parfois il y en a plusieurs. Mais enfin, en principe, c'est... tout le monde se retrouve toujours, enfin tout le monde, tous ceux qui veulent se retrouvent, plus ou moins nombreux, mais à ce moment-là encore de plus en plus nombreux, pour discuter de tout, et bien plus encore. On était obligé de prendre comme mot d'ordre réouverture des facultés, et le pouvoir a été obligé de reculer face au mouvement de masse sur ce mot d'ordre de réouverture des facultés, et les facultés ont été réouvertes. Il n'a toujours pas commencé à répondre. Je te l'ai dit, les masses n'ont pas repris les mots d'ordre des groupuscules. Alors, tu veux que je te repose la question que je t'ai posée avant. Le Parti communiste n'a jamais dit que le passage pacifique au socialisme allait être obligatoire. Le gaullisme est un bonapartisme bourgeois, parce que le gaullisme représente pour la bourgeoisie le moyen de s'opposer aux classes. Je dis qu'il faut changer les structures de la société si on veut changer l'université. Comment changer les structures? En faisant la révolution. Et puis il y a plein de gens qui sont là par curiosité, de manière touristique. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de province, de banlieue, de l'autre bout de Paris, qui n'avaient rien à voir avec le monde étudiant, mais qui venaient regarder ça. Mon mari a passé toute sa vie dans les prisons pour avoir lutté contre les idées et en tant qu'intellectuel. Alors vous savez... Et là, camarade, je t'assure que ça aurait été la commune, et le lendemain matin, il fallait compter avec. Mais on est d'accord, mais on ne demande que ça, mon vieux. Ah bon? La Sorbonne est ouverte à tous, absolument à tous, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à y aller, j'en viens, moi. J'ai parlé, moi. D'accord. Alors si vous n'avez pas peur, allez-y. Ils vous écouteront avec la plus grande attention. Et si vous n'avez pas peur, allez-y. Le mai de la Sorbonne, en être ou ne pas en être, et les étudiants qui ne partagent pas forcément l'euphorie du moment, devenir un observateur, disons, réservé. J'allais là-bas en mai et début juin 68. J'allais de temps en temps, dans la mesure où on trouvait de l'essence pour les voitures, parce qu'il y avait quand même une grève générale des transports. C'était quand même difficile de se rendre d'un point à un autre. Et là, j'assistais à des assemblées générales. Ça durait, ça s'éternisait, ça durait des heures et des heures. Ça criait beaucoup. Moi, j'avais l'impression d'avoir affaire, excusez-moi, à des hurluberlus qui criaient, voilà. J'osais pas trop dire ce que je pensais parce qu'on pouvait quand même se faire un petit peu... sinon lynché, mais enfin, du moins, un petit peu... Enfin, je pense que ça n'aurait pas beaucoup plu, quoi. Moi, j'ai pas ouvert la bouche dans les AG. Pourtant, c'est le droit syndical. Nous pensons que c'est par là que nous arriverons à prendre une part plus active dans la gestion de l'entreprise. En quelques jours, la grève va s'emparer de tout le pays, gelant la France dans un état de stupeur. Euphorie pour les uns, terreur pour les autres, sidération pour tous.
La France est arrêtée, figée avec jusqu'à 10 millions de grévistes. La plus grande grève sauvage jamais rêvée, à la grande surprise des étudiants et militants qui n'en espéraient pas tant. Bon, d'abord, on a été très agréablement surpris par la grève générale. Entre 6 à 10 millions de salariés se sont mis en grève et ont occupé leur usine. C'est la plus grande grève générale et la plus longue de l'histoire de France. Bon. Et n'oubliez pas qu'on passe en une semaine de 2, 3, 4, 5 usines occupées à 7, 8 millions de grévistes. Jamais on a connu une grève de masse de cette ampleur. Tout le monde s'est mis à discuter. Voilà. Alors, et il y a eu une sorte de réformisme de masse qui s'est emparé de la France. Tout le monde s'est mis à réfléchir pourquoi ce ne serait pas organisé autrement. Voilà, la France s'est mise sorte d'états généraux. Nous ne voulons pas que les choses restent comme elles sont, parce que comme elles ne sont pas bonnes. Parce que la grève est partie pour durer longtemps, parce que l'occupation est partie pour durer longtemps, à la Sorbonne, il faut tenir la baraque et faire taire les critiques qui voudraient que les étudiants soient des va-nu-pieds. Sous l'aile de l'UNEF, le comité d'occupation s'organise. Et à partir de là, commence un tout autre chapitre, qui est le mai de la Sorbonne. On a donc organisé l'occupation. Il fallait désinfecter la Sorbonne, il fallait apporter de la nourriture, enfin c'était toute une histoire. Et comme si on jouait à l'université, on refait à la mode étudiante ce que l'on vient de défaire. On gère et on veut que ça se sache. Quand nous avons occupé la cour de la Sorbonne, il y a 2 jours, nous étions tout à fait désorganisés. Mais hier, à la suite d'une assemblée générale de tous les étudiants, nous avons décidé de créer divers services et commissions afin de nous organiser. Est-ce que si c'est compté, il faut que tout ce qui passe dans la caisse, vous le comptiez, parce que là-dedans, j'ai une fiche journalière de recettes et de dépenses. Non, parce qu'il faut savoir où on en est. Sans ça, c'est pas la peine. Nous sommes ici le comité d'occupation qui a été élu par l'Assemblée générale de manière à coordonner et à mettre au point l'ensemble des détails techniques de l'occupation. Quand on est arrivé à la Sorbonne, quand on a occupé les amphithéâtres, et qu'on a vu que ça allait durer jusque pendant la nuit, qu'il fallait quand même se nourrir un peu, manger quelque chose. Et on a fait d'abord une quête, et on a fait appel à la bonne volonté des camarades. Ici, c'est le bureau d'agitation culturelle. Notre travail, essentiellement, c'est d'avoir une fête en permanence dans la Sorbonne. Parce que le comité d'occupation estime que la révolution n'est pas triste et que c'est aussi une fête. Et puis il y a le bureau pour la presse et celui pour l'English Press, et aussi bien sûr un service d'ordre pour essayer de contenir un flot de curieux, voire d'importuns, que l'on peut imaginer conséquent. Alors dans cette salle, nous nous trouvons dans le PC du service d'ordre. Ici se réunissent les garçons qui sont chargés du service d'ordre à l'intérieur de la Sorbonne. Ce service d'ordre est pour avoir un certain ordre d'abord à l'intérieur de cette Sorbonne, qui, comme vous le savez, est prise par les étudiants. Il y a des gens qui sont venus nous proposer leur service pour des choses qui ne sont pas acceptables, quoi, hein. Des mercenaires et autres. Et donc on a refusé à chaque fois. Et on a essayé de garder la Sorbonne correcte. On a viré les Catanguais, donc c'était compliqué. À l'époque, on appelait ça des blousons noirs, je pense. C'était des jeunes qui arrivaient avec des chaînes qui étaient extrêmement violents et dont on pensait, nous, qu'ils allaient casser la bonne image du mouvement, quoi, que ça partait dans une direction qui était beaucoup trop violente et qui n'était pas fondée sur une revendication, une volonté de quelque chose, ou de transformer la société. Donc voilà, on les a écartés, c'était compliqué. Le général de Gaulle conférait pendant 1 heure avec M. Georges Pompidou, alors que dès 12h45, messieurs Fouché et Mesmer quittaient l'Élysée sans faire de déclaration. Bon an, mal an, à la Sorbonne, on s'organise, tandis qu'à l'Élysée... Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas, mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Les réformes peut-être, la chienlit certainement.
Mi-mai, le général de Gaulle semble totalement dépassé par un phénomène qu'il ne comprend pas. Le gouvernement à la ramasse fait ses cartons. Du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Georges Pompidou et le préfet de police Maurice Grimaud essaient littéralement de sauver les meubles et de trouver des réponses adaptées en évitant bains de sang et gestes irrémédiables. Il faut aussi se souvenir, parce que ça compte quand même, par rapport à ce qui se passe chez les étudiants dans la Sorbonne occupée, comme ailleurs, c'est la disparition physique de l'incarnation du pouvoir. Il y aura les discours du général de Gaulle, mais les autres, les ministres, d'innombrables livres ont décrit la panique des ministères, le courage exemplaire des directeurs de cabinet, des ministres, etc., en pilant tout dans des trucs et foutant le camp. Enfin, on voit à l'époque un pouvoir se déliter, littéralement. Je ne dis pas que ce que faisait la contestation, le mouvement, appelons ça comme on voudrait, était grandiose, mais au moins, on assumait, on était au grand air et au grand jour. À un moment donné, on a eu l'impression qu'à Paris, il y avait deux centres de pouvoir, la préfecture de police et la Sorbonne. Puis ça se parlait, puis voilà. Il n'y avait plus rien d'autre. C'était un sentiment assez curieux, mais on a essayé d'être responsable. Essayer d'être responsable, tenir la baraque, gérer l'occupation de la Sorbonne et les études dans tout ça. Il faut se souvenir qu'en 68, tous les étudiants ne voulaient pas faire la révolution et que pour beaucoup, les revendications tournaient uniquement autour d'une réforme de l'université. On court dans tous les sens, on fait des réunions, on essaye de voir sur quelle base on peut réunir des gens d'horizons différents, et notamment dans cette idée justement principalement en ce qui me concerne, dans l'idée de la réforme de l'université. Puis en même temps, on court un peu partout. C'est étonnant quand même ce qui se passe. Enfin, c'est bizarre, quoi. Ça nous dépasse complètement. Très vite, une partition entre ceux qui voulaient faire de mai 68 un grand mouvement politique de démocratisation de la société française et ceux qui voulaient surtout profiter de ce nouveau rapport de force pour réformer en profondeur l'université, dans ses méthodes, dans ses contenus. Et ceux-là passaient leur journée dans des commissions sur les programmes, sur la pédagogie. Enfin, c'était vraiment deux mondes. Il faut aussi se souvenir qu'à la Sorbonne, avec les sensibilités anarchistes et situationnistes, au nom de la Révolution, il y avait ces voix qui prônaient le grand sabordage. Le concept même d'études est jugé trop bourgeois. On appelait à la suppression pure et simple de l'université en général et des examens en particulier. Un appel aux étudiants de bon sens, n'est-ce pas? Ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent passer leur examen, ceux qui veulent réobtenir une place dans cette société que le mouvement conteste dans sa totalité. Il s'agissait quand même d'une entrée dans le monde du travail. On avait quand même travaillé pendant des années pour ce faire. Voilà. J'ai été rue de la Baie de l'Épée, dans ces salles immenses. Voilà. Et là, ça a été quand même un petit peu turbulent, hein. La dernière épreuve, on n'a pas pu la passer parce qu'il y a eu des intrusions de militants qui ont cherché à perturber complètement. Et l'épreuve, c'était l'épreuve de thème grec. Donc, je me souviens qu'avec une copine aussi, on avait les deux dictionnaires, le Bailly et l'autre dictionnaire de français-grec, pour faire le thème grec. Et puis, on ne pouvait pas sortir, la sortie était bloquée. Donc, heureusement qu'on était quand même encore jeunes, parce qu'on est monté sur un mur assez haut avec nos deux dictionnaires et on a sauté de l'autre côté, donc dans une habitation privée pour pouvoir sortir de la grecque, quoi, voilà. Messieurs, nous sommes réunis. C'était samedi à 15h au ministère des Affaires sociales
le gouvernement, les organisations patronales... La grève générale paralyse la France depuis plus de 2 semaines. Le Premier ministre va essayer de revenir dans la boucle. Après des négociations interminables débutées le 25 mai, un Pompidou totalement exsangue annonce les accords de Grenelle. Les acquis sont considérables et malgré des îlots de résistance et des conflits encore très violents qui se prolongeront au mois de juin, le mouvement de grève va doucement mais sûrement s'essouffler. Le gouvernement va bientôt reprendre la main. Le général de Gaulle, après un moment d'égarement, saura trouver les mots. À quel moment on sent que le mouvement est essoufflé et il n'a plus grand-chose à dire relativement vite? À la fin du mois de mai, tout ça est plié. La date sur laquelle à peu près tout le monde s'accorde, parce que c'est l'initiative, en fait, c'est quand le gouvernement reprend l'initiative. Donc il se passe le 30, le 31 et le 1er juin, quoi. Donc ça, c'est un peu une date charnière. Parce que je me rappelle encore un type, ça m'avait marqué, vous demandez des événements marquants, qui en plein 68 dit, tiens, donc, il y a des voitures qui étaient brûlées par les uns ou les autres, les flics ou nous, et qui dit, tiens, ma voiture qui crame. Et il se marrait. Bon, mais 15 jours avant ou 15 jours après, il se marrait plus. Et à mon avis, il a peut-être voté à droite après. Non, en fait, on a su que c'était fini le jour où l'essence est revenue. Puisqu'il n'y avait pas d'essence. Puis le jour où elle est revenue, l'essence, on a compris que la majorité des Parisiens, en tout cas, se cassaient, quoi. Ils partaient, ils n'étaient plus derrière nous, ils en avaient marre. Le 28 mai, Daniel Cohn-Bendit va débarquer clandestinement à la Sorbonne. La posture est romanesque, les cheveux teints, bravant une interdiction sur le territoire français, ultime pied de nez au gouvernement, il débarque dans une Sorbonne qui l'acclame. Danil Rouge, figure emblématique du soulèvement, avait rapidement pris ses distances avec le mouvement. Mi-mai, il n'était plus à Paris, la province d'abord, pour bientôt rejoindre l'Allemagne, d'où il s'était vu signifier un arrêté d'expulsion du territoire français, Daniel Cohn-Bendit, à la Sorbonne, comme pour un dernier baroud d'honneur. Juin 1968. Des grèves encore, des affrontements encore, et le 11, une dernière émeute au quartier latin. Mais on l'a dit, le mouvement s'épuise, et le 16 juin, les autorités feront évacuer la Sorbonne. Du 3 mai au 16 juin, pendant 6 semaines, l'université parisienne aura été au centre d'un séisme qui résonnera en écho pour les décennies à venir. La fin le mouvement des femmes, le droit des homosexuels, le mouvement des femmes, la parole, la remise en cause du patriarcat, la fin de l'autoritarisme, la libération des mœurs, une réflexion sur la démocratie. C'est grâce à eux si on en est là où on en est aujourd'hui, parce que, comme je disais, sans eux, on n'aurait pas, je pense pas qu'on aurait tous ces droits. Ces droits, donc les enfants, même dans les écoles, qui ont le droit de plus s'exprimer, par exemple, les femmes qui ont plus de liberté. C'est le moment où la jeunesse éclate, enfin, je veux dire, où ça devient vraiment une strate sociale à part entière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'émergence d'un groupe qui s'affirme, qui aujourd'hui influe aussi sur la politique, même d'un homme comme Macron ou n'importe quoi, qui sont obligés d'avoir un programme politique pour les jeunes, donc ça a changé beaucoup de choses. Il y a un mode de vie aussi qui peut d'ailleurs toujours être envié sur une façon différente d'appréhender la vie, les rapports humains et autres, et qui marque et qui inspire toujours aujourd'hui. J'ai été élevée dans une famille de gauche quand même, etc. Donc c'est un peu un idéal, c'est dans l'imaginaire, dans mon imaginaire, c'est quand même quelque chose de très important. Donc je pense que c'est notre rôle en tant qu'étudiante d'essayer de continuer ça aussi. J'ai pas vécu les années 60 pour pouvoir comparer, mais il me semble qu'il y a pas mal de choses qui émergent aujourd'hui, qui naissent, et même des mouvements, des idées, des questionnements nouveaux, et il me semble que c'est une tendance qui est assez présente, oui, c'est vrai. 1968-2018. Ces événements d'il y a 50 ans, un héritage chahuté, remis en cause, conspué par certains, idéalisé par d'autres, mais identifié par la majorité des Français comme l'une des dates les plus marquantes de l'histoire du XXe siècle. En sortant d'ici, vous croisez Henri Weber, le jeune homme que vous étiez en 1968. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire ?
sur l'interprétation de ton action, tu t'es trompé radicalement. Tu croyais que tu faisais 1905 en France. Tu croyais au modèle universel de la révolution socialiste prolétarienne. Ce n'était pas du tout cela que tu faisais. Mais les effets de ton action, et c'est là où intervient la ruse de l'histoire, ont été finalement formidablement positifs. La France post-68 Arles est une société beaucoup plus décontractée, beaucoup plus vivable, beaucoup plus agréable que celle qui lui avait précédé. C'est à toi de jouer. Ce sera beaucoup plus compliqué que ça ne l'a été pour notre génération. Good luck. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Mais j'en croise tout le temps des Jean-Pierre Duteuil qui ont 20 et quelques années. Je fréquente des groupes proches de tout ça, et mon fils, par exemple. Agir, pas gémir. C'est impossible. Je ne peux pas me croiser moi-même. Donc, c'est théorique, mais... Vous n'auriez rien à lui dire à ce personnage que vous ne pouvez pas croiser? Non, mais je ne peux pas le croiser. Voilà, la réalité, c'est celle-là. Je ne peux pas le croiser. Et si je le croisais, comme c'est moi, avec mes défauts, avec mes incompréhensions, mes retards, mes machins, voilà, mais en tout cas, je suis content d'avoir été là où j'étais.